Bonjour, Nickel Bonnefoy. Je suis très heureuse de vous accueillir pendant cette période dans le cadre de Elephant Fest, un festival merveilleux roumain qui est devenu déjà célèbre. Espérons que la pandémie va passer le plus vite possible pour qu'on puisse développer ce festival dans la real life. Euh, La traduction roumaine de votre dernier roman, Héritage, vient de paraître en Roumanie, donc je vais dévoiler la couverture de ce Magnifique. livre. Une belle Magnifique. couverture pour un livre extraordinaire que j'ai lu l'année passée dès le lancement. Bienvenue dans cette discussion pour le lecteur roumain. Merci beaucoup. Je suis très, très heureux de cette invitation et j'ai hâte d'être en Roumanie pour pouvoir vous rencontrer en vrai. Ce livre vient d'être primé, récompensé par le prix des libraires français. Et il y a une autre histoire qui a déjà commencé l'année passée, après la publication en France de l'héritage. Euh, il y a un prix Goncourt, dont tous on connaît qu'est-ce que ça signifie, le prix Goncourt, mais en même temps, depuis 8 ans, cette année, il y aura le 9e an, il y a un Goncourt, le choix roumain. Pour les Roumains qui ne connaissent pas, mais je pense que déjà plusieurs sont au courant, ce choix roumain est fait dans les universités roumaines par les étudiants qui lisent toute la liste des livres choisis, la liste longue des livres choisis pour le Goncourt. Et donc, ils ont choisi L'Héritage comme étant le meilleur roman, le meilleur livre de l'année passée, ce qui était formidable parce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai choisi. Je désirais qu'il soit partie de notre plan éditorial afin que ce choix se fasse. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle? J'ai reçu la nouvelle avec émotion et j'en garde un souvenir ébloui. Je savais que cette dispute, ce combat allait être compliqué avec mes collègues, amis écrivains qui sont brillants, talentueux, intelligents. Et il y avait des livres merveilleux qui étaient sur cette liste. Donc je trouve en effet que j'ai eu beaucoup de chance par des rebonds et par des ricochets de l'histoire de me retrouver grâce à vous en fait dans ce choix de concours de la Roumanie. Et puis, il y a quelque chose de beau également dans ce choix Goncourt, car il est démocratique. Il est donné, comme vous dites, par des universitaires, il est donné par des libraires, par des bibliothécaires, par toute une foule de gens qui votent dans l'ombre sans véritablement savoir qui sont les auteurs. Il n'y a rien de plus beau que des prix qui sont donnés par une sorte de voix populaire, plutôt que par quelques personnes assises à une table. Donc, très, très, très heureux de faire partie de ce choix collectif. Ce qui est significatif, c'est que la sélection et le choix roumain se fait indépendamment et avant le choix français. J'ai participé il y a 3 ans dans le board qui a présidé la sélection et je sais que les critères sont d'une part la qualité littéraire. Le Hmm. choix est fait par les étudiants, seulement par les étudiantes, donc la qualité littéraire, et puis la dimension de l'universalité. Donc ça veut dire que de toute la liste, la longue liste, ce roman dit quelque chose au public roumain. Qu'est-ce que vous en pensez de cette universalité? Et je voulais aussi vous inviter avec cette question de nous donner un petit peu le cadre narratif de ce merveilleux roman. Merci beaucoup. Eh bien, par rapport à cet écho, ce rayonnement que peut donner un livre et qui résonne finalement dans d'autres cœurs, dans d'autres timbales, dans d'autres tambours qu'on ne connaissait pas, je trouve que il n'y a rien de plus beau que cette multiplicité des lectures. Et ça me fait penser à cette belle image de Jean Giono, dans laquelle il parle qu'un écrivain est comme un petit enfant qui est en train de construire une tour de pierre et il est concentré sur sa structure narrative de cailloux. Et il oublie trop souvent qu'il y a parfois une lumière qui illumine la tour et qui crée une ombre qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante et qui est ça, c'est la lecture du lecteur qui ne voit pas la tour, mais qui voit l'ombre de la tour qui est tellement plus vaste. Alors que l'écrivain, lui, n'a pas vu cette ombre. Il est simplement concentré dans sa petite tour. Et du coup, il n'y a rien de plus beau de se rendre compte, en effet, que quand on est en train d'écrire quelque chose, dans la solitude et le silence de notre chambre, on oublie trop souvent qu'il va y avoir des lecteurs de l'autre côté du monde qui vont le lire et qui vont y voir quelque chose que toi, tu n'avais même pas vu.
dans ce que toi tu as fait de particulier, eux vont voir quelque chose d'universel. Et à ce compte, alors, ça peut en effet nous amener vers la trame narrative, ou du moins le premier squelette de l'histoire, qui est tout simplement l'histoire d'une famille de maîtres de chais, d'œnologues et de vignerons français du Jura, qui un jour, à la crise du phylloxéra, décident de partir de la France, prendre des navires en fer et s'installer au Chili, après avoir traversé l'Atlantique, pour replanter le pied de vigne sur les flancs de la cordillère. Et c'est cette famille, justement, qui est déracinée et qui est replantée métaphoriquement de l'autre côté du monde, qui va faire souche, qui va planter alors ses racines et ses pousses d'une façon profonde dans ce nouveau sol chilien, avec ses minéraux, avec son syncrétisme, avec ses traditions, avec son idiosyncrasie, et qui vont créer une sorte de mélange entre les Français et les Chiliens pour faire quelque chose de métissé et de beau. Et ils vont tellement s'intéresser au Chili que finalement, à la nouvelle de la Première Guerre mondiale, ils vont décider de repartir en France pour faire le combat et défendre un pays qu'ils ne connaissent pas. J'avais tout simplement envie de montrer à la fois l'absurde et à la fois la beauté de deux continents, une famille, deux guerres mondiales, une dictature, un siècle, auquel on montre à la fois quelque chose que tout est opposé et à la fois quelque chose qui est complètement joint. Donc, c'est un grand roman familial qui fait cette liaison entre deux continents, donc c'est sa dimension d'universalité. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était cette voix intérieure qui se dégageait, qui était la voix de la narration. Pratiquement, le roman est à la recherche d'un ailleurs vers lequel on tend, qu'on rêve, un ailleurs qui, une fois qu'il s'agit d'une immigration, il n'est nulle part. Il est partout et il n'est nulle part. Donc, c'est cette histoire de déracinement. Et en même temps, il y a une autre chose qui m'a beaucoup plu, le fait que tout en étant un roman de l'immigration, c'est un peu à l'envers. Parce qu'on est surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, mais maintenant, on est plus habitué à l'immigration qui part des pays plus pauvres ou sous-développés vers des pays plus riches. Or, ici, c'est un peu à l'inverse, qui était une caractéristique d'ailleurs du début du XXe siècle. C'est quelqu'un qui part de France et qui va ailleurs dans la recherche d'une meilleure vie. Il va vers la Californie, donc une terre rêvée de richesse, mais paradoxalement, et c'est un côté ironique ici, il est obligé de descendre à Chili, donc c'est un hasard. C'est un hasard qui va se projeter sur toute l'histoire qui va suivre. Comme vous dites, il s'agit de 4 générations après le Lansonnier qui part de France et qui arrive au Chili. Exactement. C'est tout à fait ça. Je trouve très beau ce que vous dites, Magde, par rapport à cette idée de changer un peu la chose et montrer en effet que les migrants ou la migration qu'on imagine moderne est seulement depuis l'Afrique vers l'Europe, alors qu'au contraire, pendant si longtemps, fin 19e, après la guerre franco-prussienne, il y a eu tant d'Européens qui ont essayé justement de fuir la guerre, la famine ou quelques épidémies naturelles pour aller faire souche ailleurs. Et donc, c'était quelque part une manière aussi de faire un clin d'œil aux Français qui aujourd'hui sont contre les migrants et de leur dire attention, vous aussi, vous avez été à la place de ceux qui aujourd'hui essayent de monter dans des caravanes de fortune dans l'espoir d'une vie meilleure. Donc, quelque part, ouais, c'était aussi montrer ça en relief, comme vous le dites parfaitement. Oui, derrière l'histoire qui est très captivante, pratiquement on lit d'entrée le livre, il y a aussi, on peut même déchiffrer une dimension politique. Je voulais vous dire quelque chose à propos de vous comme auteur qui avez écrit ce livre. Donc, vous êtes franco-vénézuélien. Pratiquement, vous avez une double citoyenneté. Votre père était chilien, votre mère, elle était diplomate de Venezuela. En fait, vous êtes né en France, mais votre enfance, j'ai l'impression, a été au Portugal et au Venezuela aussi. Vous avez écrit ce roman à Villa Médicis, où vous êtes maintenant d'ailleurs, à Rome. Donc, on a non pas seulement un roman sur différents pays, sur différentes cultures, mais pratiquement je vois que vous-même, vous êtes à la confluence des différentes cultures. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous êtes, où est-ce que vous êtes, vous, vraiment? À Paris, à Caracas,
à Santiago, à Rome. Alors, je ne le sais pas vraiment, Magda, pour être tout à fait honnête, si je n'en sais pas plus que vous. Et pour être tout à fait honnête, en effet, il y a d'un côté un héritage latino-américain, bien sûr, puisque mon père est de Santiago de Chile et ma mère, comme vous l'avez si bien dit, est de Venezuela, plus précisément de Maracaibo, dans l'État de Zulia, qui est dans l'ouest du Venezuela, et qui sont un peuple très particulier au Venezuela, au point qu'ils sont presque une sorte de pays à part. Donc, c'est vraiment le Venezuela dans le Venezuela. Mhm. Et né en France, comme vous l'avez dit, une enfance et une jeunesse très désordonnée, puisque j'ai énormément bougé de pays en pays, de capitale en capitale, de frontière en frontière. Et puis également, bien sûr, aujourd'hui j'habite à Berlin, j'ai écrit le livre à Rome, et c'est ce qui fait du coup que cette espèce de côté un peu cosmopolite, ce métissage, ce croisement, cette espèce de éventail de différentes nationalités et de langues qui me semble un des rares sentiers que peut prendre l'humanité pour essayer d'avancer. Et lorsqu'on me demande quels sont les pays que tu préfères, quelle est la langue que tu préfères, quelles sont les coutumes ou les traditions que tu préfères, etc., j'ai beaucoup de mal à répondre car je veux croire au contraire qu'il est possible d'avoir dans mon cœur plusieurs couleurs, comme une sorte de grande mosaïque, et de me rendre compte qu'à mes enfants, j'ai envie de leur donner ça. Moi, je viens d'avoir une petite fille, ma femme est enceinte d'une deuxième fille, et ma femme est danoise, donc elle lui parle en danois. Moi, je lui parle en espagnol. On vit à Berlin, mais la langue véhiculaire entre moi et ma femme est le français et l'anglais. Et donc, quelque part, il y a déjà 5 langues et 5 continents et 5 pays différents qui sont en train de se joindre dans le cœur de cette petite fille. Et c'est essentiel pour moi de lui laisser ça, la tolérance des peuples, de comprendre que les frontières doivent être poreuses et qu'on ne peut pas créer des murs de frontières entre les différentes patries ou les différentes nations. Si j'arrive à faire une petite fille qui est tout à fait internationale et qui peut s'asseoir avec n'importe quelle table, alors, d'une certaine manière, humblement, je suis en train de participer à un patrimoine pour un monde meilleur demain. Il y a un livre, une chose que je n'ai pas connue lorsque j'ai lu votre livre, parce qu'on m'en a parlé, on m'a dit que c'est un livre formidable, donc j'ai préféré de m'y plonger sans faire de recherche autour. Je l'ai lu comme une saga familiale. J'étais émerveillée par ce mélange d'histoire et de fantastique en même temps, mais je n'ai pas su qu'il y a entre la saga familiale que vous présentez dans l'héritage et votre propre histoire, il y a une connexion. Donc, il y a une connexion familiale. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de cette connexion qui me semble formidable? Donc, pour moi, c'était waouh. Bien, oui. En effet, il semblerait que les Bonnefoy étaient une famille originaire du Jura, près de Lons-le-Saunier, plus précisément dans un endroit qui s'appelle Clairvaux-les-Lacs, près de Boissia. Ils étaient vignerons, taverniers, ou du moins ils travaillaient un peu dans le monde du vin. Et à la crise du phylloxéra, eux aussi ont été quelque part ont été victimes de cette crise qui les a obligés à partir au Chili. Il y avait, il paraît, un vieil oncle qui était déjà au Chili à ce moment-là et qui avait fondé une des premières librairies Hachette. Et donc, ils ont reçu ces premiers vignerons, ces Français, ces Bonnefoy qui sont arrivés et qui se sont installés dans une première génération, qui ont eu des enfants là-bas parce qu'ils se sont mariés entre Français. Et donc, cette deuxième génération née au Chili est la génération de mon arrière-grand-père qui s'appelait Émile Bonnefoy, avec ses frères Robert et Charles, qui eux, en effet, avaient plus ou moins 20 ans à la nouvelle de la Première Guerre mondiale lorsque c'est arrivé au Chili et ils ont décidé de partir. Robert et Charles sont morts dans la Marne. Émile Bonnefoy est revenu avec un poumon en moins, et c'est Émile que moi j'appelle Lazare dans le livre, et qui lui, en effet, s'est marié avec une Française. Ils ont eu ma grand-mère, et ma grand-mère a eu mon père, et mon père est également était une sorte de projection de Hilario Da, puisqu'il a été torturé par la junte militaire de Pinochet, arrêté, envoyé à Villa Grimaldi, et puis ensuite exilé du pays pour revenir en France. Donc, quelque part, en effet, bien sûr qu'il y a énormément d'éléments autobiographiques dans mon livre, mais parallèlement à ça, j'ai essayé en effet de les mélanger beaucoup avec de la fiction, avec de l'irréalité, avec de l'imaginaire, pour essayer de souder ces différents blocs autobiographiques dans quelque chose qui soit plus léger, qui soit plus fluide, qui soit plus agréable à lire. Si je racontais entièrement tout ce qui s'est passé dans la réalité, avec beaucoup de fidélité et beaucoup de loyauté, vous me diriez non, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Or, j'ai été obligé d'utiliser la fiction pour brider la réalité.
Et c'est ça ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la réalité peut se permettre le luxe d'être invraisemblable, paradoxalement. Alors que la fiction, elle ne peut pas se permettre ce luxe-là. Donc il a fallu en effet quelque part rendre la réalité moins surprenante en utilisant de l'imagination. Vous voyez le paradoxe? Oui, oui. D'ailleurs, oui, derrière cette grande histoire dans un roman, donc histoire en beauté dans une histoire, il y a une autre chose qui est très forte d'ailleurs, une référence que vous faites à travers ce personnage. Hilarioda, c'est un sort de prototype de votre père, n'est-ce pas? Absolument. C'est tout à fait ça. Mon père, en effet, quand il avait 17 ans, est rentré dans le MIR, qui est le Movimiento de Izquierda Revolucionario. Il a été, en effet, arrêté et envoyé à Villa Grimaldi, qui est un centre de torture. Il a été torturé pendant à peu près 3 semaines. Ensuite, il a été envoyé dans une prison commune. Ça, c'est un passage que moi, j'ai enlevé du livre parce que je n'avais pas envie de rallonger le livre. Mais il a passé près de 3 mois dans une prison normale et il disait que c'était un paradis à côté du centre de torture. Et après la prison, il est parti en effet en France. Alors, il n'est pas arrivé tout à fait en France, il est arrivé à Barcelone. Et à Barcelone, il a donc écrit, il a eu besoin d'écrire un livre cathartique pour se purifier comme ça, pour pouvoir se vider de tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vécu. Et il a écrit un livre qui s'appelle Relato en el frente chileno, récit sur le front chilien, dans lequel il donne des détails terribles sur tout ce qu'il a vécu dans la torture. Ce livre a été publié dans une maison d'édition clandestine à Barcelone, la maison d'édition Blume, la éditoriale Blume, et mon père a pris un pseudonyme pour protéger les bonnes foi qui étaient restées au Chili, et son pseudonyme, c'est Hilario Da. Donc, quelque part, 35 ans plus tard, moi, j'ai décidé de prendre ce livre comme document archive, comme registre de l'histoire, pour pouvoir le transformer avec la mélasse de la fiction, par le filtre de la fiction, et en faire de ce personnage de Hilario Da, pseudonyme de mon père, un vrai personnage du livre, et de faire en sorte que lorsque Hilario Da, dans le livre Héritage, quitte le Chili pour arriver en France, il change de nom de la même manière que mon père, lorsqu'il est arrivé en Europe, il s'appelait au Chili Pedro Miguel, Miguel comme moi, et du coup, en effet, il est arrivé en France et il s'est appelé Pierre Michel. Et donc, dans le livre, il y a, je ne dévoilerai pas la fin, mais il y a un Michel René, Michel, bien sûr, comme le prénom de mon père, et René qui vient de Renaissance. Donc, c'est quelque part Michel qui renaît. Donc, c'est Hilario Da qui naît une deuxième fois. Donc, en fait, c'est un clin d'œil énorme à l'histoire de mon père. Est-ce que vous avez parlé avec votre père à propos de cette porosité, comme vous aimez dire, pratiquement un texte passe dans un autre texte en rendant justice à une réalité. Moi, personnellement, j'ai pensé à la littérature de prison qu'on avait écrit même en Roumanie pendant les années de la tyrannie communiste. Absolument, c'est exactement ça, c'est plus ou moins la même idée. Et en effet, j'en ai longtemps parlé avec mon père, avec beaucoup d'émotion. Mon père est un homme très généreux, très agréable, et qui en parle très ouvertement. Et nous avons parlé de deux choses. D'abord, est-ce que c'était moralement ou éthiquement correct de prendre des éléments de sa propre vie et d'en faire de la fiction dans la mienne? Et il m'a dit, au contraire, prends tout ce que tu veux, car il faut que cette histoire soit entendue de toutes les façons possibles. C'est ridicule d'être en train de verrouiller un texte, de condamner un texte, d'enchaîner un texte. Au contraire, il faut que le texte se modifie, soit adapté, soit modelé, soit agencé, ordonné d'une différente manière pour qu'il vive, pour qu'il se ramifie. Donc il m'a dit, vas-y. Et ensuite, bien sûr, on a parlé à un niveau littéraire de cette porosité dont vous parlez, où on pourrait utiliser le mot intertextualité, c'est-à-dire que ce jeu qu'il y a entre les deux livres, entre les deux récits, qui sont tout à fait différents et qui pourtant parlent de la même chose, qui à la fois se font miroir et à la fois s'opposent entièrement. Mon père a une écriture beaucoup plus sèche, beaucoup plus aride, beaucoup plus pointue, beaucoup plus aiguillée que la mienne, alors que moi j'ai une écriture qui est plus fleurie, qui est plus tropicale, qui est plus sensuelle, qui est peut-être plus savoureuse. Et donc, on avait parlé beaucoup de ça. Est-ce qu'on a le droit de mettre des fleurs dans l'horreur, ou est-ce qu'au contraire, on est obligé de raconter l'horreur avec des mots durs, tu vois? Et donc là-dessus, en effet, c'était une très belle conversation qu'on avait, parce que mon père est écrivain également, donc on a beaucoup de conversations au niveau littéraire, et on est très amis. Je pense que si mon père avait le même âge que moi, on serait de très bons amis. C'est pour cela que je vous dis, le livre était extraordinaire pour moi.
au moment où je l'ai lu, sans savoir cette histoire réelle enfin, qui était derrière comme prétexte, parce que oui, la narration pratiquement rend une réalité très forte, une réalité très percutante, oui, qui est immémoriale d'une certaine façon. Exactement ça. Et pour tout vous dire, Magda, et puisqu'on se dit tout, puisqu'on est entre amis, on est en famille, eh bien, il se trouve que moi, je couve le rêve d'écrire un diptyque d'héritage. Je ne sais pas si Oui. vous vous souvenez qu'à la toute fin du livre, Hilariola rencontre le personnage de Venezuela lors d'un match de football. Or, j'ai Mhm. très envie de pouvoir raconter toute l'histoire de Venezuela et de finir le livre sur Venezuela en disant que cette Venezuela arrive à Paris et rencontre, lors d'un match de football, un jeune réfugié politique de la dictature de Pinochet appelé Hilario Da. Et donc, je me suis dit en effet que si je pouvais faire un autre livre, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la racine bonne foi, non, qui arrive jusqu'à cette rencontre dans le match de foot, et si je peux faire l'autre arbre de Venezuela qui arrive de l'autre côté Mhm. et se joindre dans un même final, alors je ferai deux livres tout à fait indépendants et séparés, mais qui peuvent se répondre l'un l'autre. Et ça, c'est en effet un des projets que j'ai dans mon cœur depuis très longtemps. Oui, cette liaison avec la partie latino-américaine américaine de votre héritage. Comment est-ce que vous avez choisi d'écrire en français quand j'ai l'impression que le français n'était pas votre première langue? C'était... Absolument. Absolument. Le français, en effet, est une sorte de deuxième langue, bien que enfin, c'est pas ma langue maternelle, puisque je parle avec mes parents, avec ma mère en espagnol, et c'est sans doute une des premières langues de mon cœur. Cependant, moi, je suis né à Paris, et puis après, j'ai été dans des lycées français à l'étranger. Donc, quelque part, le français a fait partie de ma vie, fait partie de mon cœur, et tout à fait était dans le même système de cocktail de langues que j'ai dans ma jeunesse et dans mon parcours. Donc, bien entendu que le choix a été difficile, car d'un côté, bien, je tendais d'une façon naturelle, primitive, instinctive à écrire en espagnol. Cependant, je me rendais bien compte qu'avec des études en français, avec l'université en français, il était beaucoup plus simple pour moi de parfois trouver quelques astuces de langue directement en français. Donc le livre était pensé, réfléchi en espagnol. Les lectures que j'ai faites ont été beaucoup de lectures en espagnol aussi, puisque ça se passe au Chili, mais ça a été en français que j'ai transformé dans une sorte d'alchimie linguistique tout cet imaginaire latino-américain dans un réceptacle français, un creuset français, si on reprend le champ lexical de l'alchimie. Donc ça s'est joué de cette façon. Donc, dans la stylistique du réalisme fantastique que nos lecteurs vont découvrir eux-mêmes en lisant ce livre merveilleux avec des personnages qui te restent dans le cœur, pour ne pas dire dans la tête, parce que c'est un des personnages absolument merveilleux. Pour refaire un petit peu l'unité du livre, il s'agit d'un roman qui est assez court, environ 200 pages, dont l'action se passe sur une période de 100 ans Oui, à partir de 1873-1973. L'histoire enfin, dans l'histoire, il y a deux grands événements, deux guerres mondiales et aussi les 17 ans de la dictature de Pinochet, 4 générations. Donc, c'est pratiquement un tour de force pour moi. C'était comme une odyssée, pratiquement, qui m'a... Euh, une odyssée qui est très légère en même temps parce que tu n'as pas l'impression en lisant que tu traverses toute cette histoire. Ma question serait comment est-ce que vous êtes arrivé à comprimer une si longue histoire personnelle et interpersonnelle en si peu de pages? eh bien, c'est une très belle question. Ça a été beaucoup de recherches que j'ai fait de mon côté, et du coup ici à la Villa Médicis, puisque ça a été vraiment écrit ici. Là d'ailleurs, juste derrière moi, là, au fond, on peut voir les portes de la bibliothèque de la Villa Médicis, qui est un endroit incroyable, incroyable, et où j'ai passé énormément de temps à faire des recherches sur le 19e siècle, sur l'immigration française, sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les volières, sur la dictature, sur le développement de la ville de Santiago, sur le personnage de Aucan, par exemple, qui est un personnage mapuche. Et donc, en effet, tout cet imaginaire indigène du sud du Chili, de l'Araucaria. Donc, vous n'imaginez pas la quantité d'informations que j'ai essayé de prendre, de noter. Et dans la première version du texte,
le livre faisait 400 pages. Parce que naturellement, j'avais envie de mettre un peu tout ce que j'avais lu, ce que j'avais vu, et je trouvais que tout était fascinant. En plus de la grande histoire, il y avait toute l'histoire de ma famille qui était encore plus vaste. Et du coup, on m'avait raconté tellement d'anecdotes. Quand ma famille a su que j'étais en train d'écrire ce livre, tout le monde me racontait une anecdote. Donc, en effet, j'ai voulu mettre toutes les anecdotes pour pouvoir faire hommage à tout le monde. Et je me retrouvais avec une sorte de gigantesque livre qui devenait une sorte de fouillis, comme ça, une broussaille compliquée et sylvestre, où moi-même, je n'arrivais pas à me trouver. Au point que, dans cette première version, j'ai décidé en effet d'arrêter de faire des recherches, d'arrêter d'écrire, d'arrêter de rajouter et de laisser reposer le texte et commencer au contraire à trouver, à chaque fois qu'il y avait du gras, d'enlever du gras. Et j'ai pris beaucoup de temps à émonder, à élaguer, à ramollir comme ça, à raffermir le livre pour essayer de lui enlever, lui enlever, lui enlever, lui enlever. Et au bout d'un moment, je suis arrivé en effet à une version qui me convenait. Quand je l'ai envoyé à la maison d'édition, qu'ils l'ont mis en page, ils m'ont rendu le PDF en bon à tirer, en BAT, et je voyais que ça faisait que 200 pages. Et je me souviens que j'ai appelé la maison d'édition et j'aurais dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié un chapitre? Ça fait que 200 pages. J'ai l'impression d'avoir écrit beaucoup plus. Ils m'ont dit, non, mais regarde, il me semble que c'est ça. Et on a regardé, en effet, 200 pages. Donc moi-même, j'ai été surpris d'avoir autant comprimé. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je rajoute d'autres choses, parce que peut-être c'est pas assez. Et mon éditrice m'a dit, non, au contraire, c'est ça ce qui va donner la force, la vitesse du livre, son accélération. Et c'est ça ce qui va lui donner le côté intéressant, d'avoir fait quelque chose d'aussi vaste, avec des personnages, autant de personnages, en autant de temps, avec autant de trucs, en si peu de pages. La contradiction, l'oxymore du livre va fonctionner. Oui, c'est un livre merveilleux, comme un souffle, comme une respiration. Je vais vous adresser une dernière question. Moi, je suis éditeur et je vois depuis quelques années on écrit beaucoup. C'est ce que je peux dire. L'écriture est devenue très démocratique. On reçoit chaque jour des centaines, sinon des milliers de pages. D'autre part, cette épidémie avec l'école qui se fait plutôt sur Zoom, me rend soucieuse parce que je me demande est-ce que l'écriture, la lecture, est-ce qu'elle pourra, pour les générations qui vont venir, est-ce que lire un livre, ce n'est pas facile? Lire un livre, ça signifie une culture, avoir du temps, oui. Je pense toujours à ce décalage entre je ne sais pas, les temps d'or qu'on a vécu et qu'on vit encore de l'écriture et le fait que je ne sais pas si les gens pourront lire. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour vous être écrivain et quelle est la force de l'écriture, de la littérature, de votre point de vue dans nos temps? C'est une très belle question, très compliquée, en effet, difficile à répondre en 5 minutes. Je me demande en effet si un des rôles de l'écrivain n'est pas celui de copier la réalité, mais essayer de l'exprimer. Et en l'exprimant justement, quelque part, tu es en train de surprendre ton lecteur en lui disant quelque chose qu'il sait déjà. Tu vois? Et j'aime beaucoup cette idée, en effet, de pouvoir, quelque part, en effet, c'est comme lorsque tu lis la page, tu connais tous les mots qu'il y a dans la page, pourtant, c'est un ordre que tu n'avais pas. Et donc, tu lis quelque chose que tu connais, mais tu te surprends de le lire en même temps. Et ça semble complètement contradictoire et en même temps, c'est là, dans cette jointure, dans cette transition que se trouve, à mon sens, au-delà de l'écrivain, je pense, l'artiste en général. Et je pense à ce lieu aussi, à la Villa Médicis, qui rassemble des artistes de disciplines différentes, avec des gens qui sont soit des scénaristes, soit des musiciens, soit des historiens de l'art, soit des designers, soit des architectes, et qui finalement, on arrive tous à la même conclusion. On est en train de raconter la même histoire avec le même thème qui est le passage du temps, qui est la quête du bonheur, qui est la fascination pour la beauté avec un B majuscule, qui est peut-être la peur et la fascination de la mort. Finalement, on est tous en train de raconter la même histoire, mais chacun d'une façon différente. On est tous en train de se raconter une histoire qu'on connaît déjà, mais chacun avec une surprise différente. Et c'est là où je suis assez optimiste avec les générations à venir, car je pense que il y a un nouveau récit qui est en train de rentrer dans ce siècle, qui est le récit d'un côté de la prise de pouvoir des femmes,
Et non pas seulement l'émancipation, qui est déjà énorme, mais une prise de pouvoir des femmes, et à côté une préservation de la nature avec la biodiversité et tout le discours de l'écologie. Et si au XXIe siècle, on est en train de créer cette nouvelle construction sociale qui a à la fois le pouvoir des femmes et à la fois la préservation de la nature, alors en effet, l'art, l'écriture, la littérature ne sera là que pour accompagner ce mouvement, pour non pas le copier, non pas le remplacer, mais pour l'exprimer avec des métaphores, avec des allégories, avec des fables, avec des mythes, avec des nouveaux récits qui donneront peut-être une nouvelle façon d'être au monde. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir de refaire à chaque fois ce rappel à la lecture, de dire à tous les gens et aux jeunes générations à quoi bon la littérature, quel est son charme et dans ce monde en toute vitesse où on a le temps pour rien du tout, que, je ne sais pas, relancer et redéfinir le rôle de la vraie littérature. Euh, Après avoir lu un livre comme le vôtre, il y a plein de questions et certainement les lecteurs roumains auront plus que moi. C'est pour cela qu'on vous attend avec tout plaisir, avec une joie immense au début de novembre, parce qu'entre 1er et 4 novembre, vous seriez à Bucarest pour la discussion avec le public sur ce roman, L'héritage, Hereditate en langue roumaine. Et à cette occasion-là, il y aura aussi la décernation, le choix du prix Goncourt, le choix roumain, pour l'année 2021. Ah, sympathique, oui. Alors, moi, je sais déjà pour qui je vais voter, si je peux voter. C'est vrai. Est-ce que je peux vous demander? Ah oui, absolument. Bon, alors, j'ai pas envie de... Oui, eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Mohamed Sahar Bougar. J'en étais sûre. Il va être publié dans notre groupe C'est vrai? éditorial, Ah, oui, belle. Ah, dans la collection à Nancy, quel World bonheur. Fiction, oui, de Pandora M. Immense. Donc, je voulais que vous me confirmiez ce choix que nous avons fait. C'est un très bon ami en plus, Mohamed Sahar Bougar. Ah, alors saluez-le. Je le connais bien, je suis allé chez lui au Sénégal, je connais son père, je connais sa mère, etc. Donc c'est un très très bon ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, dont j'admire non seulement le travail, mais j'admire l'homme. D'ailleurs, donc, comme vous le dites, nous sommes déjà une grande famille. Absolument, Et absolument. oui. Merci beaucoup et on vous attend à Bucarest bientôt. Merci beaucoup, Magda. Bravo.